j'ai amené le débat du fameux concept que la mariée prend le nom de son époux. Et on a fait un petit bout de chemin là-dessus, mais je suis un petit peu déçu. J'ai pas nécessairement eu de grands commentaires intelligents du côté des gens de l'Ontario qui étaient en majorité pour cette pratique. Et à l'inverse, les gens du Québec en avaient rien à cirer et étaient bien d'accord avec ce que vous avez dit vendredi en disant que c'était du folklore et que c'était pathétique au niveau de l'identité de la femme et tout ça. Exact. Oui. Fait que j'aurais aimé ça vous en fournir davantage, j'aurais aimé ça, mais au niveau des gens de l'Ontario qui prônent cette idée ou qui acceptent et qui sont à l'aise avec ça, c'était simplement de dire que c'est la tradition et c'est comme ça que ça se fait pour la plupart. Mais il y a des traditions à remettre en question parce que aliénante. Aliénante, ça veut dire qu'il éloigne de l'être. Et une femme qui renonce à son nom de famille, c'est une femme qui devient diminuée. Que ça nous plaise ou pas, la réalité, c'est simplement ça, Jonathan. Si tu renonces à ton nom de famille, tu renonces à une partie de ton identité, de ton histoire, de tes racines, mais je suis pas chic, là. Moi, je le sais, mais j'ai comme l'impression, en tout cas, de ce que j'ai pu sentir en fin de semaine, Doc, on n'est pas rendu là au niveau de la réflexion. Tu sais, on veut comme pas entendre ça parce que... Non, mais tu sais, c'est là un moment... C'est intéressant ce que tu dis. Oui. Là, un moment donné, t'arrêtes parce que t'as l'impression que t'es en avant d'eux autres au niveau de la pensée. Puis là, je voulais pas me péter les bretelles, mais je répétais un peu ce que vous aviez dit vendredi sans trop vous citer. J'avais l'air intelligent, fait que ça allait bien mes affaires, là. Une relation conjugale qui va durer nécessairement implique deux individus qui se développent. Ouais. Pas dans une fusion, qui se développent individuellement et qui communient l'un à l'autre. Okay. La fusion n'est jamais une communion. La fusion est une fusion, est une diminution de deux êtres qui n'en forment qu'un. Et si vous êtes fusionnés pour former un seul être, à ce moment-là, vous êtes tous les deux diminués. Vous avez renoncé à une partie de vous-même. Ouais. Et je peux vous assurer que vous allez en ligne droite, soit vers un divorce ou une relation qui n'aura pas de maudit bon sens. OK. Bon, c'est pas plus compliqué que ça. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Dossier clos, on passe à un autre appel. Aujourd'hui, dans la presse, il va y avoir un dossier qui se titre comme suit. Précocité inquiétante et on en a parlé récemment. Oui. Et là, moi, j'ai pas l'article au complet parce que c'est ça. Selon ce que j'ai, c'est que la presse a obtenu copie des grandes lignes d'un avis du Conseil du statut de la femme qui doit être rendu public mercredi. Mais là, on se penche là-dessus déjà. On parle notamment là, de quelques statistiques au niveau de l'image corporelle obsédante et tout ça. Donc, est-ce que vous avez ce papier-là sous les yeux ce matin, Doc? Non, mais écoute, j'ai l'impression que le Conseil du statut de la femme frappe à bras raccourcis sur les petites filles, sur les fillettes. Ouais. En dramatisant l'hypersexualisation. Et j'ai toujours dit, Jonathan, que le pire ennemi d'une femme, c'était une autre femme. Ouais. Le pire ennemi de la sexualité des adolescentes, ce sont des femmes, ce ne sont pas des hommes et des garçons. Et est-ce que le pire ennemi d'une jeune adolescente peut être sa mère, Doc? Souvent, dans bien des cas, exact. Oh oui? OK. Dans bien des cas, dans un gros pourcentage, le pire ennemi d'une adolescente, c'est d'abord sa mère. OK. Ou sa grand-mère, ou une de ses tantes. OK. Parce que c'est drôle que ça sorte cette semaine. On en a parlé longuement la semaine dernière dans une de nos discussions, dans une de nos chroniques. En tout cas, fait qu'on va possiblement prendre... Jonathan, c'est d'autant plus hallucinant, cette histoire-là, que ça vient d'un groupe de femmes âgées, souvent grosses. Et le problème numéro un chez les adolescentes, ce n'est pas l'hypersexualisation, ce n'est pas le gilet bedine, c'est le fait qu'elles sont grosses. 1 sur 4 à l'adolescence, une fillette sur 4 à l'adolescence est carrément grosse. C'est un problème dramatique et c'est une problématique qui augmente. Mais pourquoi? Dans quelques années, on va être comme aux États-Unis. Une adolescente sur 3 va être carrément grosse. Donc, inappétissante sexuellement. Ben oui, et cette gang de folles-là s'évertue à essayer de nous laver le cerveau
avec l'hypersexualisation des jeunes filles. Ben, c'est Allons les temps, les jeunes filles deviennent de plus en plus grosses. C'est dévier le problème, Doc, finalement. Ben voyons, c'est noyer le poisson. OK. T'as raison. Le problème, il n'est pas là. Puis des petites qui sont malhabiles à apprivoiser le processus de séduction, c'est normal, les tartes. Elles sont en apprentissage. Mais pour ces jeunes... C'est difficile à comprendre, Jonathan, là. Mais Doc, pour ces jeunes filles... Faut pas avoir une tarte de sein un matin pour comprendre ça. Mais Doc, ces jeunes adolescentes là qui vivent une situation comme ça, là, si leur mère n'est pas la référence, ça va être qui? Non. Une jeune fille n'a pas nécessairement besoin de sa mère biologique, de la femme qui l'a accouchée pour la materner. Il peut y avoir, et il y a souvent des substituts. Mais les femmes substituts au Québec, pour prendre soin des adolescentes, il y en a très peu et trop peu. Okay. C'est là qu'est le problème. On laisse à des grosses, on laisse à des femmes frustrées, on laisse à des femmes qui ont le piton collé, on laisse à des femmes qui ont jamais stimulé leur clitoris le soin d'accompagner des adolescentes dans le processus d'apprentissage à la séduction. C'est une erreur catastrophique. Et c'est important qu'on leur dise. Mesdames, vous avez le droit d'avoir le piton de la jouissance collé, mais n'écœurez pas les adolescentes, s'il vous plaît. Parce que vous êtes des incapables. On ne peut pas avoir le piton collé et accompagner son adolescente ou son élève dans une classe vers un apprentissage à la séduction. C'est impossible, Jonathan. Ouais. Mais ça prend nécessairement une femme raisonnablement épanouie sur le plan sexuel pour accompagner une jeune fille dans son processus d'apprentissage à la séduction. Mais est-ce qu'une femme épanouie sexuellement fait une meilleure femme, Doc? Nécessairement. OK. Nécessairement. Et là, elle peut accompagner, elle peut faciliter, elle peut coacher, elle peut passer des commentaires évolutifs. Mais ça, c'est pas le scénario qui est le plus fréquent dans nos foyers québécois. Non. Et les quelques femmes de bon sens que j'ai croisées jusqu'à maintenant me confirment qu'elles deviennent facilement un point de référence pour tout un groupe de jeunes filles autour d'elles. Ouais. Mais dès qu'il y a une femme qui a de l'allure en quelque part, souvent, les jeunes filles se ramassent là. OK. Mais là, vous avez parlé tantôt des salles de classe. Là, ça m'amène à faire un lien avec un dossier d'actualité de la semaine passée. Là, on disait que les profs québécois, ça va pas. Là, il y a 3 profs sur 4 qui considèrent avoir un job ingrat, pas assez valorisant. Ouais. Ça aussi, là, je veux dire, pour ceux et celles qui n'ont pas la chance d'avoir quelque chose de bien à la maison, puis que sur les bancs d'école, dans les salles de classe, on fait face à des profs déprimés, c'est pas plus rose non plus. Là. Bon. Il y a 2 problèmes. Il y a des professeurs qui n'ont pas l'étoffe de l'emploi, qui sont pas à la place. Et il y a aussi le phénomène des garderies, qui produit des monstres. Alors, les garderies de Pauline, les garderies pour bébés de Pauline Marois vont produire un gros pourcentage d'enfants monstrueux. Ouais. Parce que extrêmement frustrés. Alors, ça va faire des enfants implosés ou explosés. Et les professeurs ne sont pas là, effectivement, pour pallier au manque de maternage ou au maternage inadéquat qui s'est produit dans les garderies d'État. Mais là, si on se fie à ce que vous racontez, ils ont un problème très sérieux. Ouais. Et c'est probablement les enseignantes qui vont mettre la hache dans le programme. Écoute bien ce que je te dis là. OK, vas-y. Je soupçonne que ce sont les enseignantes qui vont mettre la hache dans le programme des garderies d'État de Pauline Marois pour bébés. Mais s'ils mettent la hache là-dedans, Doc, va falloir qu'ils commencent à en parler publiquement bientôt. Ça va venir. Pensez-vous? C'est commencé, là. Ouais. Et les enseignantes vont en parler publiquement par la souffrance qu'elles vont ressentir. Et non pas de façon agressive ou à l'intérieur d'un leadership. Okay. Parce que c'est un groupe de femmes. Un groupe de femmes, qu'est-ce que ça fait quand ça en arrache? Ça se plaint.
Alors, les plaintes vont devenir de plus en plus pressantes de la part du corps enseignant féminin concernant les enfants sortant des garderies de Pauline Marois pour bébé. Mais à quantité d'enfants qui sont là, les profs sont pas sortis de l'auberge, Doc? Non, tu vas voir, dans 4 ans, tu vas m'en parler, puis souviens-toi bien de ça, c'est que le fiasco des garderies pour bébés de Pauline Marois, les garderies d'État, va être révélé par la souffrance des enseignantes qui vont recueillir ces petits monstres. Parce que ces enfants-là vont être des monstres de frustration et de violence. Ah, ça ne sera pas instruisable. Ils vont être tellement frustrés dans leur développement qu'ils ne seront pas amenables à des apprentissages académiques. On ne pourra pas les instruire. C'est grave ce que vous dites. Ben écoute, j'espère me tromper, mais j'ai pas l'impression que je suis sur une piste. Doc, bon lundi, merci. À demain. Ciao. Le Doc Mayou, du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. GoFM, Latitude Rock. Les commentaires du Doc Mayou, une présentation de